Bonjour, voici le cours pour les internes spécialisés en médecine d'urgence qui a eu lieu au mois de mars 2019 dans le cadre de leur cursus sur le diagnostic des tachycardies supraventriculaires aux urgences. On va commencer tout d'abord par faire une petite récapitulative sur ces tachycardies supraventriculaires. C'est un mot qu'on utilise lorsqu'on ne sait pas exactement encore à quelle tachycardie on a affaire, ou tout simplement pour parler du groupe des tachycardies qui naissent à l'étage supraventriculaire ou qui ont besoin de l'étage supraventriculaire pour leur pérennité. Tout d'abord, les tachycardies sinusales, on va le voir, rythme d'origine, le nœud sinusal, et par définition une fréquence cardiaque supérieure à 100. Ensuite, les tachycardies atriales, avec un petit dessin ici pour vous faire souvenir que les fibrillations atriales viennent des veines pulmonaires gauches ou en vieillissant davantage de l'oreillette gauche ou de l'oreillette droite. Le flotteur atrial commun naît dans l'oreillette droite et il a ce mouvement circulaire caractéristique dans le plan frontal dans le cadre du flotteur commun. Et la conduction est un petit peu organisée, elle n'est pas complètement organisée, mais elle est beaucoup plus organisée que la conduction anarchique de la fibrillation atriale. Quant à la tachycardie atriale focale, c'est un foyer qui naît soit de l'oreillette droite, soit de l'oreillette gauche, et qui décharge plus ou moins rapidement dans les voies de conduction. Alors, les tachycardies dites jonctionnelles en France, c'est pas un mot qu'on utilise volontiers dans le vocabulaire anglo-saxon, mais parlons de ça. On les appelle plutôt des reciprocal tachycardia, tachycardie réciproque en français, intranodal, c'est-à-dire dans le nœud atrioventriculaire qui est en fait situé plutôt dans l'oreillette droite. Il peut y avoir de la réentrée, la micro-réentrée en quelque sorte, et à chaque tour de spire, on envoie une onde pérétrograde et on dépolarise le ventricule en 1 sur 1. Voilà, c'est une tachycardie assez fréquente qu'on appelle aussi réentrée intranodale, ou Bouvray souvent. La tachycardie réciproque sur faisceau accessoire, voilà, c'est un faisceau accessoire qui est là, et l'influx revient dans le cadre d'un faisceau accessoire perméable par voie rétrograde par le faisceau accessoire. On appelle ça des tachycardies de Wolff-Parkinson-White, avec un faisceau accessoire qui est parfois visible ou pas sur l'électrocardiogramme de base. Voilà, c'est parti, on va surtout étudier ces tachycardies. Les tachycardies sinusales, je vais aller assez vite, hein. Ce sont des ondes P qui ont un axe autour de 60-70 degrés si vous n'êtes pas trompé dans la position des électrodes, avec cet aspect un petit peu en ogive dominante en D2. Voilà, donc les ondes P précèdent et commandent la majorité des tachycardies complexes. Il n'y a pas de traitement et c'est souvent à l'occasion d'un ralentissement spontané que l'on confirme le diagnostic de tachycardie sinusale parce que ça s'arrête tout seul ou ça s'accélère tout seul pendant un certain moment en conditions adrénergiques. Vous avez vu qu'il y a des troubles de la respiration induits par la tachycardie. Hein. C'est pas forcément un infarctus, il manque beaucoup de critères pour parler d'infarctus. Disons qu'on peut parler de souffrance sous-endocardique liée à la tachycardie. Ce n'est pas le thème. Voilà, la cocaïne, on peut la rencontrer aux urgences. C'est une tachycardie avec des ondes P souvent un petit peu cachées dans l'onde T, comme ça, qui peut être très rapide. 150, les gens sont mal avec ça. Ils sont mal, ils peuvent avoir des douleurs un petit peu dans la poitrine. D'ailleurs, en tous les cas, un mal-être. Ça peut s'accompagner d'une sensation physiologique sans ischémie coronaire ou pas. Et ici, vous voyez que on est à 150 par minute avec des ondes P bien visibles parfois dans d'autres dérivations. Les troubles de la respiration sont liés à la tachycardie. Le traitement habituel, c'est les benzodiazépines. Si le patient a une grosse douleur ou persiste à avoir des douleurs après ralentissement, il faut rechercher un infarctus, que le CG soit anormal dans la repolarisation ou non. Troisièmement, voilà les ondes P. On va parler maintenant de la deuxième tachycardie, dont on a besoin de parler parce que c'est 85% des tachycardies supraventriculaires à l'exception des tachycardies sinusales. Micro-réentrée locale, souvent je vous l'ai dit, activité auto-déclenchée dans les veines pulmonaires, micro-réentrée dans les oreillettes, puis conduction anarchique. Ça donne cela sur l'électrocardiogramme. Regardez bien, ça a l'air un peu organisé parfois, mais vous voyez, c'est pas du flotteur. Un flotteur, on verra que ça veut dire battement d'aile. Vous voyez que ce n'est pas un battement d'aile, sinon on aura un oiseau qui tombe là. Regardez comme c'est complètement différent. En amplitude, en vitesse, en relation les unes avec les autres, c'est bien la FA. La FA, quelques formes que vous retrouverez dans les annales françaises de médecine d'urgence.
Voilà, ça ressemble parfois à du flotteur, mais ça n'en est pas loin s'en faut tout le temps. Vous voyez qu'ici c'est vraiment très anarchique. Méfiez-vous, en V1 on est devant l'oreillette droite, souvent c'est mieux organisé. C'est vraiment une tachyrythmie qu'on verra mieux dans les intervalles RR un peu longs. Hein. Si l'intervalle RR est court, on ne la verra pas. Donc il faut bien attendre des périodes RR un peu longues. Et la forme typique, c'était une tachycardie avec une arythmie complète et les QRS fins. Mais on va voir que ça peut manquer. Voilà, justement, les formes de FA sans onde P visible, vous voyez qu'il n'y a pas d'activité visible parce qu'on est tachycarde maintenant. La réponse ventriculaire est rapide et on ne voit pas les ondes F. Mais à la place, on voit qu'il y a une irrégularité complète de la ligne de base, vous voyez, sans jamais aucune activité atriale décernable. C'est bien une FA, même si on ne la voit pas. Ici, c'est un fibrilloflotteur, je vous en ai déjà montré un petit peu tout à l'heure. Hein. Ça peut être organisé un peu comme ça, mais ça ne tient pas la route dans les longues distances. Hein. Donc c'est une FA un peu organisée, mais vous voyez qu'il y a un raccordement anarchique au QRS, et puis du tout, on n'a pas du tout cet aspect en toit d'usine. Quand on regarde bien, plus de 1 seconde l'électrocardiogramme, souvent vous allez trop vite pour parler de flotteur, alors que un flotteur a une activité régulière. C'est la conduction qui peut être irrégulière. Voilà une FA pseudo-régulière, je vais assez vite. Vous voyez, on a l'impression que c'est régulier, les RR là, hein. Mais c'est vraiment, quand on regarde un peu plus sérieusement, on voit que les intervalles RR là font 1, 2, 3, 4 carreaux, là ils font 3,5, là ils font 3,5, vous voyez, et là ils font 3, 1 quart. Donc avec l'œil, le fait que les RR soient totalement irréguliers, qu'il n'y a pas d'onde P visible et qu'on quand même on soit assez rapide, hein, parce que si on est à 40 par minute, c'est un rate jonctionnel, c'est une FA. Les erreurs fréquentes dans les FA, elles sont considérables. D'abord parce que vous avez souvent des petits électrocardiogrammes 3 pistes. Quand pire, les filtres sont mal réglés. Alors vous irez sur le site internet pour voir comment on règle les filtres. Et ensuite, il n'y a pas de ligne de rythme. Vous voyez qu'ici, on a une belle ligne de rythme. Ça va vraiment nous aider à mieux repérer les ondes P s'il y en a. Donc, il vous faut ce qu'on appelle un 13 dérivations avec 70 millisecondes d'information et non pas des petits tracés où on voit rien du tout et mal réglé. Alors ici, je vous ai montré les artefacts, mais vous voyez, l'ordinateur, lui, s'est pas fait avoir. Il a regardé des deux qui étaient juste là avant et lui, il voit très bien les ondes P, lui. C'est l'intelligence artificielle. Et on peut les trouver, nous aussi. Hein. Mais nous aussi, on va les trouver. Hein. Je vous les remontre. Mais vous voyez que c'est moins évident. Voilà. C'est surtout si c'est moins évident, alors que l'intelligence artificielle n'a absolument rien fait que de vous les mettre en valeur. Là, il les a bien trouvés. Donc, attention à ne pas confondre une FA avec des artefacts. Voici un deuxième exemple. Ça ressemble à une FA parce que c'est une tachyrythmie comme ça. Mais on va un peu vite là, comme ça. On comprend pas très bien. Je vous avoue que je me serais fait avoir moi-même si j'avais pas utilisé l'intelligence artificielle qui, elle, n'a aucun problème pour voir les ondes P là-dedans. Et c'est vrai que c'est très pratique ces nouvelles techniques qui sont pas encore disponibles en France. Je vous remontre le tracé d'avant. Mais vraiment, avant de conclure qu'il y a FA, vraiment cherchez les ondes P. Puis vous allez les trouver, hein, elles sont là, hein, mais ça demande un petit peu de patience. Et puis surtout si le QRS est microvolté, vous voyez que finalement on les trouve bien maintenant. Mais au début, c'était pas évident. Donc une FA encore sous une forme extrêmement rapide ici, hein, puisque quand on calcule en 5 secondes, un ECG fait 10 secondes, en 5 secondes j'ai 18 intervalles RR, donc x 12, ça fait 216. C'est une FA réponse ventriculaire très rapide, donc le sujet généralement est pas bien, parce qu'il a une hyperadrénergie, donc en général le choc septique, hein, l'hémorragie, la grande fièvre et tout ça, soit qu'il a le cœur malade avec une FA qui conduit extrêmement rapidement au ventricule. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais on va rechercher avant tout une hyperadrénergie. Et c'est le caractère totalement irrégulier des QRS qui sont fins ici. Alors là, il faut vraiment avoir un œil dessus. Il faut prendre. Et voilà, et là c'est vraiment très net. Là, les RR sont très irréguliers. Prenez votre temps, puis finalement ça saute aux yeux. Donc il n'y a pas d'autre diagnostic possible. Voici une FA, mais vous voyez qu'il y a 3 QRS un peu larges là. L'erreur, c'est de penser que ce sont des ESV. Hein. Ce sont des fibrillations avec un intervalle RR là, qui a diminué un petit peu. Vous voyez, là c'était long,
Et là, c'est court, on appelle ça un cycle long, cycle court, et ça déclenche un bloc de branche qu'on reconnaît au fait que le début du QRS n'est pas modifié dans l'aberration ventriculaire droite, mais c'est un autre cours. Mais oui, il faut lire beaucoup. Donc, ne parlez pas de SV sans être certain que ce ne sont pas des blocs de branche fréquence dépendants. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais quand même, je sais que vous êtes urgentiste et que vous n'avez pas beaucoup le temps de vous former, donc voici un deuxième exemple qui, moi, m'avait trompé à l'origine. C'est bien une EFA, une tachyrythmie complète. Vous voyez, il y a des QRS larges et j'avais parlé de SV et je m'étais trompé. Parce qu'on va retrouver cet aspect de bloc de branche fréquence dépendant avec des intervalles RR qui sont longs, donc le QRS est fin, et dès que c'est court, il y a une sorte de bloc de branche gauche, qu'on reconnaît au fait que la descente est rapide, la branche droite fonctionne bien. La branche droite fonctionne très bien, une petite onde d'air, c'est bien un bloc gauche et pas une ESV. Et puis l'aberration est très variable en fonction des intervalles RR. On voit le bloc gauche ici. Je vous renvoie aux autres formations YouTube. Voilà, bah tiens. Alors là, une dernière formation YouTube qui présente cet électrocardiogramme de Gonesse. Voyez ici des intervalles RR très irréguliers, mais souvent il y a des choses curieuses, c'est que les QRS sont fins. Donc vous devez connaître cet électrocardiogramme. Je vous laisse appuyer sur pause pour bien le regarder. Ce sont pas des blocs gauche, vous voyez qu'ici ça descend lentement, les ondes d'air un peu empâtées. Ça descend lentement, ça remonte vite. Donc, comme c'est une tachyrythmie complète, j'ai pas trop le temps de vous la décrire, mais vous voyez qu'ici les RR sont très irréguliers, avec une accélération parfois. Donc des RR très irréguliers, avec des QRS qui changent d'amplitude, et qui ne sont pas des blocs de branche gauche, c'est ce qu'on appelle une supervol, c'est-à-dire une fibrillation atriale conduite par un faisceau accessoire. Je vous demande d'en regarder plusieurs sur le site internet, FA avec préexcitation, parce que en médecine d'urgence, c'est très rare, et le jour où ça arrive, personne ne connaît ça. Et c'est pourtant aux urgentistes de connaître ça, parce qu'en général, les malades vont pas très bien. Et il y a un traitement spécifique. Vous irez sur le site FA avec préexcitation. Je vous en montre un exemple sous forme de quiz dont on parle sur Facebook. Vous voyez ici, ça va très vite, et c'est très irrégulier. Donc, un seul diagnostic, FA. Et puis là, il y a 3 complexes un peu plus larges. Vous voyez, on reconnaît la préexcitation ici quand on a un peu l'habitude, ce n'est pas un bloc gauche. On retrouve les mêmes signes, là, une descente un peu lente, QRS un peu empâté à son début, c'est la préexcitation, voilà. Donc on appelle ça, et là, plein de préexcitation, un peu plus lente. Ça n'a pas de rapport avec les intervalles RR, vous voyez qu'ici il y a un intervalle RR qui est long, et pourtant, ça c'est beaucoup plus large que ça. C'est ce qu'on appelle une préexcitation variable. Donc là, au début, il y a une préexcitation avec une FA qui est conduite par le faisceau accessoire, et la conduction nodoïcienne est très en retard. Là, on est sur une FA avec une conduction nodoïcienne prédominante, donc on a les QRS fins, et puis là, ça recommence avec une préexcitation. Donc, FA conduite par une préexcitation, et voilà ce qui se passe quand on arrête la FA, on voit la préexcitation dans un certain nombre de territoires, on la reconnaît bien là. C'est magnifique, et c'est dans le livre « Les 100 ECG indispensables ». Voilà ce qui se passe exactement. Donc, quand il y a une FA, je passe soit par le faisceau de Kent, qui est un faisceau musculaire à conduction non décrémentielle, donc qui conduit très vite, ou alors je passe par le nœud atrioventriculaire qui lui filtre, et donc il y a une compétition avec des QRS hybrides en accordéon et en fusion. Ouf! Vous pouvez appuyer sur pause, je continue sur une FA extrêmement lente, ici on reconnaît la FA. Plus les RR sont lents, plus on la voit. Il y a un bibloc, bloc droit et mi-bloc gauche, avec un retard à l'inscription de RVL. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est que les intervalles RR sont réguliers. Intervalle RR régulier égale dissociation au cours d'une FA. S'il y a dissociation, sur une FA, il y a un BAV complet et donc un rythme d'échappement. C'est un rythme d'échappement ventriculaire avec une FA dont la conduction est régulière, c'était pas normal, donc c'est une dissociation et un rythme d'échappement. C'est un petit jeu de déduction, le CG et le rythme, c'est ça qui est amusant, mais il y en a que ça n'amuse pas, je vous l'accorde. Je passe sur, la FA atriale rapide à faire à 115, c'est une jolie vidéo qui est indispensable également. Je vous rappelle les techniques de prise en charge. On a fait une recommandation de la SFMI en partenariat avec la SFC. J'ai vraiment pas le temps de vous résumer ça. Sachez que tout est décrit, les doses, dans la conférence de consensus ou sur le site internet. Et je vous laisse relire tout ça. Et vous avez des vidéos YouTube avec des ateliers FA, j'en ai fait 4 ou 5.
Le flotteur atrial est une cause de tachycardie supraventriculaire, on l'a vu au début. C'est souvent une réentrée dans l'oreillette droite, dans le sens anti-horaire, comme ça, dans le plan frontal. Et puis il y a les flotteurs atriaux qui sont pas communs, hein, qui sont atypiques, qui sont dans l'oreillette gauche par exemple, ou alors dans un autre plan, voilà. Donc il y a plusieurs circuits, celui-là on l'a vu, c'est l'oreillette droite anti-horaire le plus fréquent. Il se reconnaît dans le plan horaire en D2, D3, VF par un aspect, vous voyez, en toit d'usine on dit, ou en battement d'aile. Alors le battement d'aile ça remonte, ça descend lentement, ça remonte vite, ça descend lentement, et on a un raccord comme ça au-dessus de la ligne de base avec le QRS. Et la conduction peut être un petit peu irrégulière, vous voyez. Ici j'ai un intervalle RR plus court que là. Parce que je vous confondez, le flotteur est régulier, mais pas la conduction. Voilà un exemple de flotteur atrial 2/1, donc à 300 par minute, hein, avec une polarité inférieure, une descente lente, une remontée rapide, deux petits pics ici qu'il faudra bien vous mettre dans l'œil parce que ça peut servir. Voici un deuxième exemple plus difficile, parce que le flotteur c'est pas toujours simple, hein. Honnêtement, on comprend pas très bien toujours quand on n'a pas l'habitude. Donc il faut que vos yeux s'habituent à rechercher le fluttering, hein, c'est-à-dire le battement d'aile vers le bas, en polarité inférieure en toit d'usine avec une remontée rapide. Voilà, souvent des 2, des 3 VF, mais il faut vraiment avoir l'œil, hein, parfois. Quand vous n'avez pas l'œil, bah, vous utilisez l'adénosine ou le massage sino-carotidien, ça peut marcher sur un flotteur. J'ai quelques surprises parfois, à condition que ce soit bien fait. Là, je vous renverrai à un autre topo. Donc, adénosine, vous voyez comme il est joli, ce flotteur, puis ça n'arrête pas l'adénosine, le flotteur, ça regalope derrière. Voilà, un flotteur atypique cette fois-ci, vous voyez qu'on n'a pas le fluttering en D2, D3, VF, mais on va l'avoir dans l'oreillette gauche, ce fluttering, sous forme de pic, comme ça, que je vous ai un petit peu dessiné. On est bien à 300 par minute. Ce sont des pointes atriales. On a des on a des cycles qui se répètent comme ça, parce qu'on a une conduction variable. Ce n'est pas totalement anarchique, d'une part, ces cycles ne sont pas anarchiques. Et enfin, je vois le flotteur en V1, cherchez-le en V1. Les tachycardies atriales focales, j'irai vite parce que c'est rare. Je voudrais vous montrer cet exemple qui n'est pas de moi, c'est de Luc de Roy et je le remercie. Je ne l'ai pas cité. Vous voyez que j'en ai deux qu'on va voir après. Vous voyez que les ondes P, comme ça, pouf, c'est une tachycardie atriale focale toute seule, elle n'est pas suivie de QRS, c'est une sorte d'inhibition de la conduction. Puis d'ailleurs, la tachycardie s'arrête brutalement. Et puis ça recommence avec une conduction un petit peu variable. C'est pas évident d'aspect toujours. C'est ce qu'on appelle des TAF automatiques, ça, des tachycardies atriales automatiques. En voici donc un exemple, vous voyez, ici avec une jolie TAF en 1 pour 1, et puis pouf, tout d'un coup ça s'arrête. Et vous voyez que l'onde P reprend le dessus avec une tachycardie sinusale. Donc ce ne sont pas des FA, c'est pas exactement la même chose, c'est le même traitement initialement pour les urgentistes, pour les cardiologues c'est un petit peu différent. Mais surtout dans le long terme. Au début c'est à peu près pareil. Sachez que les TAF souvent chez un sujet jeune peuvent s'arrêter et repartir assez fréquemment, toutes seules. Et c'est donc un avis rythmo qui est nécessaire de prendre. D'ailleurs, voici un exemple de tachycardie que j'avais vu aux urgences de Saint-Louis, qui a fait un joli cas clinique dans la région parisienne. Cet homme de 22 ans, vous voyez qu'il démarre à 220, là, quand même, hein. Il a une belle crise de palpitation, on voit rien. Alors, si on va trop vite, on dit que c'est un bouvret, ce qui est stupide, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un bouvret à ce stade-là. Il faut dire que c'est une TSV. Hein, puis vous voyez que la tachycardie s'accélère. On est à 250 là, avec une aberration un coup sur deux. C'est-à-dire qu'une onde R', un coup sur deux. Et puis tout d'un coup, c'est la suite du tracé. Là, je vous ai montré sur un autre plan, parce que à l'époque, on n'était pas bien numérisé. Vous voyez que la tachycardie cool down, on appelle ça. Elle s'arrête toute seule. Hein, et puis pouf, pouf, il y a deux ondes P qui finissent. Donc ce sont des TAF automatiques qui vont recommencer d'ailleurs chez un sujet jeune. Donc, je voulais vous en montrer des exemples, mais on ne peut pas vous inonder. Voilà. La tachycardie jonctionnelle, c'est une tachycardie réciproque sur faisceau accessoire. Ça tourne dans un sens ou ça tourne dans l'autre. Dans le sens rétrograde, ça s'appelle orthodomique, c'est-à-dire ça descend par la voie orthodomique. Et dans le sens, dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le sens descendant par le faisceau accessoire, on appelle ça une tachycardie antidromique. Ça ne devrait pas passer par là, ça devrait passer par là. Et ça donne des ECG très bizarres. La tachycardie réciproque par entrée intranodale, on l'a déjà vu tout à l'heure, on va avoir quelques exemples. Et puis on verra d'autres tachycardies jonctionnelles, on n'en parlera pas. Il y a les tachycardies de l'enfant, des tachycardies automatiques rares, comme les riches. Voilà, donc la tachycardie jonctionnelle se caractérise par une onde P rétrograde. Regardez, elle est très visible là. Il n'y a pas d'onde P antérograde.
c'est une tachycardie, puisque je suis à peu près à 150 par minute, là 300, 150, et j'ai une onde P rétrograde. Donc, en D2, D3, VF. Et il va falloir sortir vos lunettes et vos loupes, hein, parce que ça demande un petit peu d'attention. Oui, c'est de la sémiologie, ça s'appelle. Donc, tachycardie jonctionnelle par faisceau accessoire. J'ai une référence qui me dit que c'est 55% des tachycardies jonctionnelles, un faisceau accessoire, et c'est plutôt l'apanage des hommes jeunes, on verra ça. Les tachycardies nodales, c'est plutôt l'apanage des femmes un peu moins jeunes. Voilà. Bon. Ici, c'est tachycardie orthodromique, je vous dis que ça descend par la voie nodoïcienne, ça remonte par le faisceau accessoire, donc j'ai une onde P rétrograde à distance du QRS avec un RP supérieur à 70 millisecondes. Ici, il y avait 160 par minute. En voici un exemple justement de tachycardie régulière à 160. Vous voyez que le RP, on voit l'onde P là, hein, on a un RP qui a plus de 70 millisecondes, une onde P très à distance du QRS. C'est en faveur d'un faisceau accessoire. C'est pas évident qu'il y en ait un après cardioversion. Possible qu'il n'y ait pas du tout, puisqu'il est à conduction rétrograde permanente. Donc quand vous voyez ça, vous pensez qu'il y a un faisceau accessoire, c'est bien, faut le dire, et ça fait partie des hypothèses, il ne faut pas encore rentrer dans le diagnostic des syndromes de vol Parkinson-White, il faut parler de tachycardie jonctionnelle par réentrée, probablement sur faisceau accessoire à ce stade. Ça s'arrête par l'adénosine ou les inhibiteurs calciques. Moi j'aime bien les inhibiteurs calciques quand je sais ce qu'a le malade et que le diagnostic est facile, car c'est mieux toléré après l'échec des manœuvres vagales. Voilà les ondes P rétrogrades et les ondes P rétrogrades. Et vous verrez ça dans le fameux livre. On va voir une deuxième forme, la tachycardie nodale, que celle-là, le dessin, il est dans ECG de A à Z, il faut quand même que je me vende un peu. Tachycardie régulière à complexe fin. Alors, soit ça tourne dans ce sens-là, soit ça tourne dans l'autre sens. Là, vous voyez que c'est une tachycardie qui descend par là, donc on va dire qu'elle est slow dans ce sens-là et fast dans l'autre sens. Donc comme elle revient très vite à l'oreillette, cette tachycardie dans l'oreillette droite là, j'ai une onde P à peine visible. Vous voyez. Soit pas du tout, soit un petit peu plus. Ça c'est très en faveur de la tachycardie nodale. Cette onde P comme ça, soit invisible, soit généralement derrière le QRS, parce que je reviens tellement vite à l'oreillette que j'arrive en même temps que le ventricule et je ne la vois pas. Et vous voyez comme cette jolie onde d'air est de plus en plus visible en V1 également. Voilà un très joli exemple. Alors je vous laisse appuyer sur pause. Hein. Moi, évidemment, je vais vous montrer l'onde P rétrograde en D2 et en V1, et je vous laisserai regarder. La dernière chose, c'est la tachycardie très rare sur faisceau accessoire, mais cette fois-ci, ça descend par le faisceau accessoire, donc ça va être vilain comme tout, puisque je viens activer le ventricule. Hein. Donc, on va en voir un exemple ici. Tachycardie réciproque dite antidromique, c'était un monsieur de 20 ans qui avait cet aspect-là. L'histoire vraie, c'est qu'il parlait chinois, et l'histoire vraie, c'était qu'il allait bien. Donc les réanimateurs et les urgentistes de l'époque étaient un peu embêtés, et ils ont essayé les manœuvres vagales, ça n'a pas trop marché, j'y croyais pas trop, et puis ils ont mis du magnésium, c'est souvent un truc qu'on fait quand on n'y connaît rien, puis ça a marché, il faut bien le reconnaître, c'est la vérité. Mais ce n'est pas dans les recommandations, le magnésium, c'est tout simplement, là vous comprenez pas, c'est soit adénosine, soit inhibiteur calcique, soit choc électrique, si vous n'y connaissez rien du tout, mais vous voyez que là ils ont bien fait, et je suis quand même obligé de le dire, que par contre ils n'ont pas vu la préexcitation en post-réduction, car elles sont parfois discrètes ces préexcitations, hein, vous voyez, c'est avec des pseudo-ondes Q en miroir de ces ondes delta. Donc c'est une tachycardie antidromique. Ça descend par la voie nodoïcienne, ça a une tête de TV, mais ce n'est pas une TV, et ça, quand on le réduit, alors là pour le coup, on voit toujours la préexcitation, puisqu'elle est perméable, per tachycardie. Donc regardez bien, après cardioversion, voilà un deuxième exemple absolument magnifique d'une tachycardie antidromique, vous voyez, ça a une tête de TV avec une montée lente, un signe de l'oreille du lapin en V1 pour ceux qui connaissent, une onde d'air qui grandit lentement en D2, une onde d'air qui descend lentement en VR, enfin c'est vraiment une tête de TV. Et puis quand ça s'arrête, vous voyez, c'est un tracé absolument extraordinaire, ça s'arrête et paf, une onde delta. Donc ça vous confirme le diagnostic de tachycardie antidromique. Merci les manœuvres vagales. Voilà, je ne ferai pas plus de cours, je crois, sur les tachycardies aujourd'hui. Je vous renvoie à toutes les formations sur YouTube. Je vous laisse télécharger le document de tachycardie et palpitation de Jonathan Duchesne, qui va être publié dans les journées thématiques de la SFMU, l'édition Lavoisier. Et là, vous avez vraiment des documents que vous pouvez télécharger pour les prises en charge,
des TSV, et je crois que j'avais écrit des choses là-dessus à l'époque. Bah oui, c'est la reco sur la FA. Et vraiment, allez voir YouTube parce que c'est fait pour vous. Voilà, là vous aurez rapidement, je vais très vite, le traitement que nous proposons dans la SFMU sur l'évaluation du risque et comment anticoaguler en fonction du risque Tchad-Basque avec ce qu'il faut faire. Et on s'est inspiré de la mise à jour 2018 en privilégiant les AOD. Les AOD sont le traitement de première intention dans la FA, sauf contre-indication. Et puis pour ralentir une FA, je vous recommande ce tableau qui est dans l'article, exactement le même, et qui est dans les formations YouTube. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait comme anticoagulation aux urgences en cas de FA inférieur à 48 heures? Vous savez qu'il faut privilégier la cardioversion dans les 48 heures sans être trop agressif comme dans d'autres pays. Je crois que souvent ça s'arrête tout seul, mais il faut quand même essayer d'arrêter ces crises si on peut à la phase aiguë, ça évite un certain nombre de désagréments ensuite. Voilà, je vous remercie.